Je n'oublierai jamais cet été. Mes souvenirs de la maison de grand-mère Juanita avaient en toujours été chaleureux, remplis de rires et de l'odeur du pain fraîchement cuit. Mais cette fois, quelque chose dans l'atmosphère était différent. Bien que je ne l'ai pas compris à ce moment-là, une partie de moi sentait que quelque chose allait se passer. Nous sommes arrivés au village, situé dans les montagnes de Durango, en fin d'après-midi. Le voyage avait été long et tortueux, avec des virages interminables sur des routes étroites, bordées d'arbres, qui se dressaient comme des sentinelles. Le ciel, habituellement d'un bleu immuable, était ici un tableau changeant de nuages gris, qui se déplaçait très lentement, comme un présage. La maison de grand-mère était entourée d'un jardin négligé, où la nature avait repris ses droits. Chaque année, il devenait de plus en plus difficile pour elle de s'en occuper. Les murs en adobe de la maison, bien que solides, montraient déjà les marques du temps. Et le toit couvert de mousse suintait l'humidité. Au loin, la montagne paraissait majestueuse, son sommet, comme toujours, caché dans le brouillard qui ne se dissipait jamais complètement. L'air était saturé d'humidité et une brise froide nous enveloppait comme une étreinte de bienvenue. Chaque fois que nous venions ici, ce froid nous rappelait à quel point nous étions loin de la chaleur de nos maisons en ville. Les adultes semblaient généralement indifférents à cette atmosphère. Maman, tantes et oncles étaient occupés à préparer le dîner, comme d'habitude, bavardant et rattrapant le temps perdu. Cette nuit-là, mes cousins, Cal et René, ainsi que ma sœur Adriana, ont décidé d'explorer les environs. J'étais un peu plus âgé et j'ai préféré rester près de la maison, regardant comment ils couraient et criaient parmi les ombres des arbres. Mais bientôt la curiosité m'a gagné et j'ai décidé de les suivre, de voir où ils étaient allés. Quand ils m'ont vu les rattraper, ils ont pris courage et se sont enfoncés davantage dans la forêt, sans penser à ces histoires que les adultes racontaient pour nous effrayer. Il y avait quelque chose dans ces arbres, dans la façon dont leurs branches se tordaient vers le ciel, qui me faisait toujours me sentir petit et insignifiant. La lumière du soleil réussissait à peine à filtrer à travers le feuillage épais, créant des ombres qui semblaient ne bouger autour de nous, comme si la forêt prenait vie. Le sol sous nos pieds était humide et mou, et chaque pas soulevait une légère odeur de terre mouillée que j'aimais bien. « Vous avez entendu ça ?» demanda Adriana, s'arrêtant soudainement. Sa voix, normalement ferme, avait maintenant une teinte d'inquiétude qui m'a mis en alerte. Nous nous sommes tus, attentifs. « Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. » Et alors nous l'avons entendu. C'était un son faible, à peine un murmure, mais clairement une voix humaine, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Nous nous sommes regardés, cherchant sur les visages des autres la confirmation de ce que nous avions entendu. Le brouillard, qui jusqu'à ce moment était seulement une présence distante, a commencé à nous envelopper, rendant la forêt encore plus fermée, plus oppressante. « Nous devons aller chercher. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, » dit René avec le courage que seul un enfant peut montrer dans une telle situation. Sans attendre de réponse, il s'est enfoncé dans la forêt, suivi de près par Calais et Adriana. J'ai suivi, ressentant un mélange de peur, de curiosité, mais surtout de responsabilité pour eux, bien qu'une partie de moi criait de retourner en arrière. La forêt semblait changer à mesure que nous avancions. Les arbres, autrefois robustes et vibrants, paraissaient maintenant flétris, leurs troncs couverts de mousse sombre, et les branches tordues, comme des mains squelettiques, s'étendaient vers nous. L'air est devenu plus dense, saturé d'une humidité différente, lourde, qui adhérait à notre peau, tandis que le brouillard devenait plus épais,
limitant notre visibilité à quelques mètres. Le sol sous nos pieds devenait de plus en plus mou, comme si la forêt voulait nous engloutir. Enfin, nous sommes arrivés à une clairière, au centre de laquelle se trouvait un arbre différent de tous les autres. Son tronc était épais et tordu, comme s'il avait souffert des siècles de tourments. Mais ce qui nous a arrêtés net, c'était ce que nous avons vu à côté de lui. Attachée à l'arbre avec une vieille corde, se trouvait une femme. Sa peau, pâle et presque translucide, se fondait avec l'écorce, comme si l'arbre l'absorbait lentement. Ses yeux nous regardaient avec un mélange de désespoir et d'espoir. « S'il vous plaît, aidez-moi », murmura la femme, comme si chaque mot lui coûtait un effort immense. Elle tendit une main vers nous, une main fine et osseuse, avec des ongles longs et noirs. Mes cousins et ma sœur reculèrent de peur, et je sentis un nœud se former dans mon estomac. « Qui es-tu » demanda Adriana. Sa voix tremblait, mais elle gardait son calme. « Ne me laissez pas ici. » La femme ferma les yeux, comme si elle était sur le point de perdre connaissance. L'image était tellement surréaliste qu'une partie de moi voulait croire que c'était une hallucination, une illusion créée par le brouillard ou la fatigue. Mais quelque chose en moi, une intuition primitive, me disait que ce que nous voyions était réel. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là, à regarder la femme sans savoir quoi faire. La peur nous paralysait, et bien que nous savions que nous devions faire quelque chose, aucune partie de nous n'osait s'approcher. Finalement, ce fut René qui fit le premier pas en arrière. « Nous ne pouvons pas. Nous devons prévenir les autres, mes parents, ma grand-mère, » dit-il, sa voix brisée par la terreur. J'ai acquiescé, incapable de prononcer un mot. Tous les quatre, nous avons fait demi-tour et commencé à courir, trébuchant dans la broussaille, sentant comme si les branches et les racines voulaient nous attraper. Le brouillard nous enveloppait de plus en plus, et l'écho de la voix de la femme résonnait dans mon esprit à chaque pas que je faisais. Je me sentais coupable de l'avoir laissée là, de ne pas l'avoir aidée. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, haletants, la peur se reflétait sur nos visages. Les adultes nous regardèrent avec surprise, et lorsque nous avons commencé à raconter ce que nous avions vu, leurs expressions passèrent de l'incrédulité à l'inquiétude. Mais ce fut grand-mère Juanita qui comprit vraiment la gravité de ce qui se passait. Son visage habituellement calme et serein s'assombrit, et ses yeux prirent une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Emmenez-moi là-bas, je veux voir », dit-elle d'une voix ferme, presque autoritaire, très différente de celle qu'elle utilisait habituellement avec nous. Bien qu'elle fût très faible et eût besoin d'aide pour marcher, aucun de nous n'osa la contredire. Le chemin de retour vers la clairière fut silencieux. Le brouillard semblait plus dense, comme si la forêt elle-même voulait cacher ce que nous avions vu. Lorsque nous sommes arrivés, mes parents et mes oncles ont commencé à chercher désespérément, essayant de trouver la femme que nous avions décrite. Mais il n'y avait aucune trace d'elle, seulement cet arbre sombre et tordu. Grand-mère s'approcha lentement de l'arbre et, sans dire un mot, commença à prier. Ces mots, presque imperceptibles, flottaient dans l'air, et le vent, jusque-là immobile, commença à souffler doucement, comme s'il répondait à ses prières. Nous, les enfants, restâmes en arrière, observant en silence. Nous savions, sans que personne ne nous le dise, qu'il se passait quelque chose d'important. Après quelques minutes, grand-mère se tourna vers nous, avec une expression mêlant tristesse et résignation. « Ce que vous avez vu était réel », dit-elle doucement, regardant mes parents et mes oncles, qui semblaient encore incrédules. Cette femme a vécu ici il y a longtemps.
C'était une sorcière, piégée par ses propres peurs. Les arbres se souviennent encore d'elle, et pour une raison quelconque, elle a choisi de se montrer à vous aujourd'hui. Mais n'ayez pas peur, elle ne peut plus nous faire de mal. Nous devons respecter son repos. Le retour à la maison se fit dans le silence. Personne n'osa parler de ce qui s'était passé, comme si le fait d'en parler risquait de faire revenir cette présence. Grand-mère Juanita, qui avait toujours été le pilier de la famille, semblait plus fatiguée que jamais. En arrivant à la maison, elle se retira dans sa chambre sans dire un mot. Et bien que les adultes aient essayé de le cacher, ils ne purent dissimuler leur inquiétude. Cette nuit-là, le silence dans la maison était presque palpable. Même les bruits habituels de la forêt, le chant des grillons et le craquement des branches semblaient avoir complètement disparu. Je restais éveillé longtemps, simplement en regardant le plafond de ma chambre, que je partageais avec mes cousins, essayant de comprendre ce que nous avions vu. La peur s'était installée dans ma poitrine, et bien que j'essayasse de me convaincre que tout cela n'était que le fruit de notre imagination, je ne pouvais me débarrasser du sentiment que quelque chose de sombre et ancien nous avait observés depuis les ombres et qu'il était encore là, dehors. À mesure que les heures avançaient, le silence de la nuit devenait presque insupportable pour moi. Mes yeux parcouraient l'obscurité de la pièce à la recherche de quelques signes, quelques preuves que ce que nous avions vécu n'était pas réel, que c'était mon imagination. Mais la maison restait dans un mutisme inquiétant, comme si la forêt elle-même avait décidé de garder son secret, comme si nous étions devenus une partie de ce secret. Je ne sais pas à quel moment je me suis endormi, mais mes rêves étaient remplis d'images confuses. J'ai rêvé de la femme attachée à l'arbre, de son regard vide, du brouillard épais qui nous entourait, et de la voix de grand-mère Juanita priant dans une langue que je ne comprenais pas. Je me suis réveillé plusieurs fois, le cœur battant à tout rompre, pour me retrouver dans la même obscurité silencieuse. Le matin suivant, le temps avait changé. Le soleil perçait à peine le brouillard qui couvrait encore la montagne, et l'air était imprégné d'une humidité froide qui s'infiltrait dans chaque recoin de la maison. Mes parents et mes oncles essayaient d'agir comme si rien ne s'était passé, mais la tension était évidente. Les enfants restaient près de la maison, trop effrayés pour s'aventurer de nouveau dans la forêt. Même grand-mère, habituellement matinale, ne sortit pas de sa chambre. Plusieurs jours passèrent avant que quelqu'un ne mentionne l'incident. Cela se produisit lors d'un dîner où l'atmosphère était silencieuse et triste et les conversations rares. Ma mère, d'une voix douce et pleine d'inquiétude, demanda à grand-mère ce qui s'était vraiment passé dans la forêt. Grand-mère, qui était restée silencieuse jusqu'à ce moment-là, leva les yeux de son assiette et nous regarda tous, ses yeux sombres reflétant quelque chose de plus profond que la simple fatigue. Cette femme, commença-t-elle d'une voix basse, mais ferme. Cette femme était quelqu'un qui vivait ici il y a longtemps. Elle était une sorcière, condamnée par ses propres actes. Les gens du village racontaient des histoires sur elle, sur la façon dont elle utilisait les arbres de la forêt pour cacher ses maléfices, pour espionner ceux qui vivaient à proximité. Mais un jour, les gens ici en eurent assez. Ils l'attrapèrent et l'attachèrent à un arbre, espérant que la nature elle-même s'occuperait d'elle. Et c'est ce qui arriva. Mais son esprit n'a jamais trouvé la paix. Elle fit une pause, comme si les mots pesaient dans sa bouche. On dit que les arbres l'ont absorbée, qu'ils l'ont fait partie d'eux. Et de temps en temps, lorsque le climat et les circonstances sont appropriés, son esprit se manifeste, cherchant à se libérer. Ce que vous avez vu, les enfants, c'était son désespoir,
sa tentative de s'accrocher à la vie. Mais libérer son esprit ne ferait qu'apporter du mal à ceux qui le feraient. C'est pourquoi il vaut mieux la laisser là où elle est, en paix, même si cette paix pour elle est froide et sombre. La pièce resta silencieuse après les mots de grand-mère. Personne ne savait quoi dire. Une partie de moi voulait poser plus de questions, comprendre, mais une autre, plus sage, savait que certaines choses sont mieux laissées sans réponse. Ce fut la dernière fois que nous parlâmes de la femme et de l'arbre. La vie continua. Et avec le temps, la famille cessa de visiter aussi souvent la maison de grand-mère. Cependant, chaque fois que je revenais, je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil vers le bord de la forêt, cherchant dans les ombres un signe de cette présence qui avait marqué mon enfance. Je n'ai jamais entendu cette voix de nouveau, ni vu cette silhouette pâle parmi les arbres. Mais le souvenir est resté avec moi, comme une cicatrice invisible. Maintenant, adulte, je me demande encore ce que nous avons vraiment vu ce jour-là. Était-ce simplement une légende, une histoire racontée pour effrayer les enfants? Ou y avait-il quelque chose de plus, quelque chose que la forêt elle-même avait décidé de nous montrer? Je ne le saurai jamais avec certitude, mais une chose est sûre. Cet été a changé ma perception du monde, et j'ai appris qu'il y a des forces dans la nature qu'il vaut mieux laisser en paix, ne jamais essayer de les découvrir. Et bien que je n'ai plus jamais entendu cette voix, chaque fois que je sens une brise froide ou que je vois le brouillard descendre sur les montagnes, même si je suis à des milliers de kilomètres de là, même si je suis dans une autre partie du monde, je ne peux m'empêcher de me souvenir de la femme à l'arbre, piégée pour toujours entre ce monde et l'autre, attendant une libération qui ne viendra jamais.